Salut à tous, on est dans l'épisode 7 avec Astana, et évidemment c'est du Giro qu'on va parler, avec aussi un petit mot sur les pré-transferts. Vous allez voir que je vais faire deux petits ajustements par rapport à ce qu'on peut vouloir pour la saison prochaine, mais dans les grandes lignes on est sur la continuité de ce que je vous ai dit à l'épisode précédent. Très bref bilan jusque-là de toutes les courses World Tour classe A. Eh bien, on a été finalement plus heureux au mois d'avril que ce qu'on l'avait été auparavant. On a également sur classique à signaler de jolies performances sur les semi-classiques, on peut appeler aussi classique World Tour B. Par contre, c'est vrai que sur du Tour des Flandres Paris-Roubaix par exemple, ou encore GP de l'E3 ou Gand-Wevelgem, ça a été délicat, ce qui fait qu'on a des espoirs de progression aussi chez nos coureurs pour l'année qui suit. Je ne pense pas qu'il faille recruter à tout va dans ce secteur-là, même si on a forcément besoin de un ou deux types qui vont pouvoir nous transformer notre équipe de Flandriens en une espèce de Wolfpack à la De Koning Quick-Step. Et puis il y a aussi un aspect, là justement, je parlais d'ajustement, c'est que Fraile et Bilbao, sentimentalement, j'ai un peu du mal à m'en séparer. Il est évident qu'il viendrait pas s'ajouter à Chavez. On pourrait plutôt éventuellement penser à un bloc hispanique, un bloc de soutien à Lopez, mais quand même avec voilà, cette langue espagnole. Finale, quand même, Astana, on n'est pas obligé d'abandonner l'Espagne non plus. Vous avez vu, Fuglsang, il est sur le Giro, on l'a vu à l'épisode précédent, puisqu'il a pris le maillot rose de leader après l'étape 4. Fuglsang, dans la réalité, c'est amusant, il n'a été qu'une seule fois sur le Tour d'Italie. Et c'était évidemment pour apporter son soutien à l'époque à Vincenzo Nibali quand il gagne son deuxième Giro en 2016. Donc, bon, pas réellement habitué, Fuglsang au Giro. Plus Tour de France, il y a plus voilà, des choses qui reviennent dans sa carrière, mais pas spécialement le Giro. La grosse question, je vous l'ai montré, c'est comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour menacer le géant, il a beau être jeune, le géant Bernal, avec son 85 en montagne qui fait juste peur, surtout quand le gars trouve le moyen aussi de gagner même un prologue comme ça du Giro, voire épisode précédent. Ça veut dire qu'en plus, sur contre-la-montre, il a beau ne pas avoir les meilleures notes du monde, il a des notes qui sont sensiblement celles de Lopez. En fait, il est injouable, quoi. Donc, gros défi. Il y a tout à l'heure l'étape 9 qui nous attend avec sacré rendez-vous. Ça pourrait être la grande lessive à l'étape 9. Vous avez vu qu'après, entre-temps, on a des petites étapes euh, plus ou moins insignifiantes. Je ne veux pas dire insignifiantes finalement, parce que autant la 5, bon bah ok, elle était dévolue à un sprinter, bon très bien. Mais par exemple, sur la 6 actuellement, et également sur la 8 qui suivra, on aura des petits coups à jouer pour essayer bien de peut-être faire gagner des secondes par-ci par-là à certains de nos coureurs, et cela en durcissant dans le final, puisque contrairement à ce qu'on avait pu voir dans le Giro 2019, donc il y a quelques semaines, où au final, après l'ultra domination de Roglic dans dans l'étape 1, d'une part, et craquage progressif de certains favoris, retrait de Dumoulin. Pour ce qui est des favoris qui craquent, on pense à Simon Yates particulièrement. On avait donc au final un duel qui s'était vite résumé, et d'ailleurs de façon un petit peu soporifique, à deux mecs qui s'annulent, quoi, au final, qui se surveillent, c'est Nibali et Roglic, et au final, une Movistar qui en profite, ok, mais surtout, puisque pour parler de la première semaine, là on y est dedans, là on n'est pas du tout dans le scénario qu'on a pu voir. Si vous vous souvenez, il y avait eu énormément d'échappées qui étaient allées au bout, parce qu'en fait, les équipes de leaders, quelque part, laissaient un petit peu filer, ne voulant pas assumer réellement le poids de la course, et c'est comme ça que certains se sont retrouvés avec le maillot. Il y a ensuite eu un gros bénéfice sur une étape pour celui qui gagnera au final, Carapace, à qui on a laissé reprendre du temps alors qu'il était lâché
après l'étape 1. Donc c'est quand même étrange, mais nous dans la partie, bien sûr, c'est pas ça qui se produit. C'est évidemment à couteau tiré. Là, vous voyez par exemple ces victoires de Matthews, même si j'ai beaucoup durci, mais c'est pas évident pour autant hein, d'aller chercher ces étapes-là. On n'est pas armé pour. Vous voyez, j'ai un gros doute hein, sur qui peut battre Bernal dans mon équipe. Je pense que on y verra plus clair dans 7-8 minutes, mais je pense aussi que peut-être que la réponse à tout ça, c'est aucun en particulier, mais peut-être plutôt la conjonction des trois et le travail d'équipe au final pour essayer d'avoir raison d'une équipe Ineos qui au final n'est pas aussi forte que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, puisque en général elle est blindée d'équipiers, et là Bernal il serait peut-être un petit peu seul parce que pas suffisamment soutenu. Je pense qu'il y a Sivakov, il y a Sosa, il y a Gianni Moscon, mais on peut faire craquer tout ça suivant le terrain de bataille. Voilà, donc c'est pour ça que par exemple en cette étape 8, 7, pardon, je bataille à l'avant pour essayer, bah là encore, de voir si des petites cassures pourraient s'opérer. Alors évidemment, je n'ai pas forcément dans l'idée à chaque fois d'essayer de gagner l'étape parce que c'est assez délicat de prétendre gagner ces étapes-là qui sont plus regardées pour celui qui va s'imposer, hein, un Simon Yates avec son punch, il est fatalement favorisé par rapport à Jakob Fuglsang hein, qui vient faire 2. Décidément, ça fait 3 fois deuxième, je crois, ou quelque chose comme ça, avec son maillot. Du coup, finalement, bonification de deuxième place. Fuglsang, allez, on va dire, renforce sa position, mais ça se voit vraiment pas grand-chose, donc il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond. Et on aborde une étape 8 sur laquelle il y a encore quelque chose à faire dans le final, avec cette petite succession c'est des vallons hein, sur la fin, là on est sur terrain vallonné, et il y a peut-être moyen avec notre équipe de faire beaucoup travailler un Bilbao, un Gorka Isagire, et puis on peut aussi ensuite relayer faire travailler Yon Isagire et Fuglsang sans trop les cramer. Et on peut aussi, par contre, caler Lopez dans la roue parce que dès que ça commence à être vallonné, je ne veux surtout pas prendre le moindre risque avec Miguel Angel Lopez qui n'est absolument pas de taille à, comme ça, dynamiter la course. C'est absolument pas son registre. Là, on n'est pas dans le trip. Donc voilà, on a raccroché les wagons. Il y avait une toute petite cassure. Gorka, il avait été un petit peu trop vite. Voilà, on a raccroché. Gorka qui passe à Yon Isagire le lead de ce groupe. Et on va évidemment y aller à toute blinde. On a réussi à faire sauter pas mal de monde. On va voir s'il n'y aurait pas moyen de faire sauter encore les 2-3 derniers sprinters, par exemple à Michael Matthews, qui sont encore dans le coup pour la victoire d'étape. Et regardez, il y a Tige Benoît aussi qui est très présent, c'est amusant sur cette étape-là. Regardez Bernal, je provoque une toute petite cassure. En fait, je n'aurais de cesse que d'essayer de lui faire fournir des efforts qu'il n'aurait normalement pas à fournir. Parce qu'en fait, il est souvent esselé dans le final des étapes. Et donc, ça va être mon leitmotiv dans ce Giro. Ça va être continuer à esseler Egan Bernal pour ensuite essayer de lui faire mal en attaquant par-ci, attaquant par-là. Et peut-être que dans ces cas-là, vous aurez la deuxième, troisième attaque qui peut être la bonne si il a été amené à beaucoup rouler. Donc, pour avoir ça, il faut aussi éliminer les équipiers des autres coureurs très bien placés au général. Il va donc falloir aussi, là on voit qu'on recueille les fruits de notre travail ici, avec une victoire de Miguel Angel Lopez qui était resté bien au chaud et qui a bénéficié du boulot de Fuglsang, frère Isagire et consort. Donc pas mal cette petite victoire, elle change pas grand chose. Hein. Au général, ça se joue toujours à quelques secondes, mais ça permet de s'amuser un petit peu. Et d'aborder l'étape 9 avec un petit peu plus de confiance. On a des positions au classement qui font qu'on va partir assez rapproché. Toute la question sur cette étape-là, c'est évidemment comment gérer cette difficulté de San Marino, qui est intéressante, quoi. Elle est en fait, c'est une montée en 2 temps, qui dure 13 km, mais en fait, il n'y a pas 13 km de montée du tout. Il y a 2 passages importants.
Voilà, donc bah écoutez, moi ce que j'ai choisi de faire, c'est partir à 72 dans la plaine et ensuite essayer, suivant la force de l'un ou de l'autre, de moduler l'effort dans la montée. Ça va aller pour certains de 70 à pour d'autres 76 par moment, et surtout en fonction de la barre d'effort et de la barre d'énergie restante, plutôt, pas de la barre d'effort, en fonction de la barre d'énergie, celle qui est en jaune. Voilà. On peut voir également que la forme du jour n'a pas été sympathique avec Jacob Fuglsang, pourtant porteur du maillot, qui a un petit bonus nécessairement dû à ça. Ça pourrait être son dernier jour en rose à ce stade-là, alors qu'on voit qu'évidemment, par contre, Yon Isagire est en forme optimale pour peut-être frapper un grand coup. Ce que j'espère, c'est pas tellement seulement taper avec Yon Isagire, parce que avec les notes qu'il a et la forme du jour, ça semble parti pour une jolie perf. L'histoire, c'est plutôt limiter la casse avec Fuglsang et essayer aussi d'optimiser la forme du jour de Lopez pour ne pas assu- assumer de trop grosses différences au classement, quoi. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup joué avec la barre d'effort. J'ai pas arrêté de changer en fait pour essayer encore une fois de rentabiliser à fond. Ouais, Isagire qui va chercher un super temps, hein. Yon Isagire, énorme chrono sur cette étape 9, hein, vraiment énorme performance de Yon. Lopez n'est pas ridicule du tout puisqu'il a un troisième temps alors qu'il ne reste plus beaucoup de coureurs qui doivent arriver. Fuglsang, les 2 minutes au dernier intermédiaire avant l'arrivée me font peur. Et du côté de Egan Bernal, très joli perf. Il va reprendre du temps à Lopez. Ça, c'est pas forcément une super affaire. Et Fuglsang termine un petit peu difficilement. La place n'est pas formidable. 13e temps sur ce contre-la-montre qui aussi est assorti d'un écart assez important. Un écart qui fait que celui qui va de nouveau maintenant, le nouveau porteur du maillot rose, c'est Yon Isagire. Ça remet du coup un petit peu des questions dans la tête par rapport à quelle carte jouer entre nos différents leaders. Mais ce qui est certain, c'est que cette étape 9, elle aura été incroyablement importante. Presque on a envie de dire que le classement général, il est partiellement joué suite à rien que cette étape-là, quoi. Ça a été vraiment une importance considérable. Et en fait, ça a aussi condamné Jacob Fuglsang quelque part, parce que euh, faut pas être trop naïf, hein. Pas être trop naïf. Fuglsang, il n'est pas sous pic de forme, il ne sera jamais sous pic de forme. Il a beau être un excellent coureur, ça n'est pas possible de rivaliser avec des gens qui ont des pics de forme, avec des formes du jour à plus 4, plus 5 très régulièrement, comme en plus on a la chance nous-mêmes d'en avoir, très bien placé au général, en la personne de Miguel Angel Lopez ou même de Yon Isagire. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est sur la longueur, parce que ce Tour d'Italie profil 2019, il y a des étapes qui sont excessivement sélectives, qui vont arriver, hein. Donc Caleb Ewan s'impose sur cette étape 10 devant Viviani Pelucchi. Et nous, on est, on est tranquillou, hein. On n'a pas vraiment notre mot à dire, hein, sur ces types d'arrivées-là. Ce que je crois vraiment, et pareil sur la 11, hein, on a encore une fois une arrivée qui est typiquement pour les sprinters. Ce qu'on n'a pas vraiment à dire comme mot, c'est sur ces étapes-là. Mais après, ce qui est bien, c'est que sur tout le reste, on a vraiment quelque chose à faire. Vous avez vu, il y a une petite bordure là. Pourtant, il n'y a pas de vent. Une petite bordure, et puis après, ça va être récupéré à quelques kilomètres de l'arrivée. On va essayer, bon an, mal an, d'emmener Gorka Isagire, mais en fait, il démarre pas. Je veux dire, par rapport à des sprinters, il n'arrive pas à démarrer. S'il peut nous accrocher un top 12 ou un top 15, c'est la fin du monde, Gorka. Donc voilà, à l'image de ce qui s'est passé sur l'étape précédente, petite place d'honneur du bout des lèvres pour Gorka, et surtout victoire de spécialiste, en l'occurrence ça c'était Elia Viviani qui prend la sienne. Donc très bien, classement
général stabilisé, à l'aube d'attaquer une étape 12, mais pour laquelle, tout de même, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire notamment si l'on s'attache à faire mal dans ce qui est la principale difficulté du jour. Vous voyez, hein, vous apercevez ce col de première catégorie qui est comme ça, perdu au milieu de nulle part. Ok, on a compris, on est dans l'approche des Alpes italiennes, hein, dans cette étape-là, avec c'est arrivé à Pinerolo, et donc moi, je vais essayer de faire mal. Voilà, parce que j'estime qu'avec notre équipe, c'est quoi notre force au final? On est une équipe qui est organisée uniquement autour d'une potentielle victoire finale, en tout cas d'un classement honorable sur les épreuves par étape, hein, comme celle-ci. On n'a pas notre mot à dire outre mesure sur les classiques, on n'a pas de sprinter réellement, mais en fait, c'est une équipe qui est spécialisée, elle est orientée d'une certaine manière, cette équipe Astana. Et donc, si je ne me donne pas les moyens d'utiliser les forces qui sont les nôtres, à savoir plusieurs coureurs dangereux au général, à savoir de très bons grimpeurs, eh bien, je suis à côté de la plaque. Donc, l'idée, c'est d'essayer de travailler très fort comme on l'a fait là, histoire d'éliminer un maximum de monde, mine de rien. Parce que vous avez vu l'élimination massive qu'il y a eu sur cette ascension. C'est exceptionnel ce qui s'est passé. Et puis derrière, ça revient pas, hein. Vous voyez, même Landa et tout qui sont lâchés, hein. Rafael Maïka, on a Solaire, voilà, on a du monde qui est vraiment vraiment loin, même un Giulio Ciccone qu'on aurait pu éventuellement pressentir sur une étape comme celle-ci, présent au moins à l'avant. Pas du tout. Et du coup, je fais rouler pour éviter que ça revienne trop derrière, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait trop de coureurs qui se mêlent à ce final qui nous paraît plutôt sympa. Plutôt sympa pour qui? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a un secteur pavé. Regardez, c'est un petit secteur pavé très court, montant, mais qui quand même a un vrai impact, hein. Et moi, j'en ai un qui est meilleur que les autres sur pavé. C'est Jacob Fuglsang. Parce que Miguel Angel Lopez, faut pas lui demander grand-chose, et Yannis Aguirre non plus. Et du coup, je me dis, bon, de toute façon, on n'arrivera pas à faire une énorme différence pour Lopez ou pour Issaguirre sur cette arrivée-là, puisqu'il n'y a pas d'écart de temps avec les autres favoris. Et en plus, au sprint, Issaguirre et Lopez, c'est des quenelles. Ils sont sûrs de se faire frapper par un Simon Yates, par comme ça des types qui vont plus vite. Du coup, je me suis dit, écoute, tant qu'à faire, on tente éventuellement de voir si Fuglsang pourrait pas légèrement se rapprocher. On lui offre son étape, qu'il mérite, mais haut la main, au vu de sa saison, au vu de son début de Giro. Il a porté le maillot rose, mais il n'a pas eu son étape encore. Du coup, je suis très satisfait. Victoire d'étape pour Fuglsang. Neutralité quasiment pour tous les autres, hein. Au final, il n'y a que Simon Yates qui a gratté quelques secondes, c'est que dalle. Et on aborde là par contre quelque chose de significatif. C'est évidemment cette étape 13. Alors cette étape 13 avec une arrivée au sommet côté de Ceresole et Reale, donc avec auparavant une grosse ascension, on est dedans là, c'est le Pian del Lupo. Et c'est vrai qu'il y a moyen déjà de souffrir là-dedans. On voit que le peloton est réduit à 30 unités, hein. L'échappée possède une avance de 4 minutes qui, là, à 60 km de l'arrivée, n'était pas du tout insurmontable. La preuve, à 20 et quelques de l'arrivée, on est déjà tombé en dessous des 2 minutes. En dessous des 2 minutes. Et puis en fait, vous avez notamment les Movistar qui ont pas mal roulé. Des fois, il y a Bernal, il roule alors qu'il est tout seul. Il roule en tête de peloton. J'ai vu ça à des moments. C'est assez énorme en fait. Le type est tellement fort qu'il se permet, voilà, vous voyez ici là, il se permet de rouler. Il n'a pas d'équipier, ou en tout cas il a un Sivakov, des fois un Diego Rosa, un Ivan Sosa. Mais en fait, les mecs roulent pas parce qu'en fait ils sont crevés. Mais lui, il roule tranquille. Et voilà, classique à 7 km de l'arrivée environ, départ des favoris, auquel je décide de répliquer, je le ferai pas toujours, auquel je décide de répliquer pour cette fois donc par plutôt un effort de Issaguirre avec un Miguel Angel Lopez protégé par Fuglsang. Voilà, c'est un travail à trois. On voit Yates qui commence à caler un tout petit peu là devant là. Bernal qui est droit comme un I, Kelderman qui semble être
pas mal du tout, du tout. Bon, ça y est, Full Sang a fini son boulot. C'est Isagire qui va devoir porter un petit peu Miguel Angel Lopez jusqu'à l'arrivée. Euh, Décider de le caler dans la roue cette fois-ci, Lopez. Pourquoi je privilégie Lopez, hein? C'est parce que, tout simplement, dès qu'on sera sur des arrivées au sommet comme celle-là, le 80 de Yon Isagire me paraît être très très dangereux pour ce qui est de me prendre de gros écarts. Il suffit d'en prendre une fois un très très gros pour que ce soit dramatique et que le classement général s'envole si je joue le coup avec Isagire. On va reprendre Simon Yates. Alors que si je joue le coup avec Lopez, là merci le blocage de l'IA, punaise, ça m'énerve du jeu quoi. Et Lopez qui prend une petite cassure. Franchement, tout a son importance à ce stade-là. Et de prendre comme ça cette cassure alors que Lopez il est calé dans la roue de Isagire, ça m'énerve assez profondément. On va reprendre également Kelderman. Et vous voyez, en fait, Lopez, il a gardé de l'énergie. Il a gardé de l'énergie. Bon, Egan Bernal va s'imposer. Mais la petite satisfaction du jour, c'est que sur cette arrivée au sommet, sur une étape très difficile, au final, le temps concédé sur Bernal aura été très faible. Et il y a quand même une deuxième place à l'arrivée pour Lopez, ce qui déjà nous maintient dans le coup, à défaut de nous offrir un avantage quelconque, mais au moins déjà on perd pas grand chose. Et ça c'est déjà franchement un petit exploit que de ne pas perdre grand chose sur cette étape-là. On a vu que par contre il y en a d'autres qui ont perdu, au premier rang desquels un Simon Yates qui s'est quasiment éliminé de la victoire finale sur ce Giro. Ils ne sont donc plus que 4 à ce stade-là à pouvoir éventuellement postuler. Il y a Bernal, Kelderman et notre ami Miguel Angel Lopez. Je n'ose pas mentionner réellement Yonis Aguirre. Oui, il est encore dans la course. Mais de toute façon, notre leader, là, ça va être Miguel Angel Lopez. Donc, Yonis Aguirre, il est là, très bien, bravo. Mais il va surtout être le dernier lieutenant de Miguel Angel Lopez, Full Sang étant l'avant-dernier. Donc, sur toutes ces situations-là, et on a donc une lutte pour le meilleur grimpeur. Vous voyez, Formolo par exemple et Juan Denis qui se tirent la bourre. Nous, on se désintéresse du truc, on n'a pas les moyens de lutter. Hormis si on était en peloton groupé où je peux faire un peu d'effort curseur pour gratter des points, ok, c'est anecdotique. Mais on n'a pas vraiment les moyens de lutter parce qu'on joue le général. Et vous pouvez pas jouer à la fois le général et le maillot du classement du meilleur grimpeur. Il n'y a que dans les jeux qu'on voit ça. Et même dans un jeu, la preuve, c'est délicat. Donc non, sur un seul objectif, moi, c'est sur le général. Et tout le reste, c'est anecdotique. Les victoires d'étape, c'est pas anecdotique, hein, j'en veux quelques-unes, on a déjà eu la chance d'en avoir, mais par contre, le classement général avant tout, il n'y a que ça qui compte. Donc là, on est dans le col et San Carlo. San Carlo, c'est un lieu où l'on peut faire vraiment la décision, puisqu'en fait j'ai joué avec les équipiers tant qu'ils avaient de l'énergie, et dès lors qu'ils n'en avaient plus, j'ai commencé à vouloir marquer un petit peu l'adversité de par un effort. Regardez, il y a un petit trou déjà là, il va falloir que Michael Woods, qui travaille pour le compte de Rigoberto Urán, se démène pour essayer de boucher ce trou. On continue. Allez, on continue et même on accélère en fin de col. On accélère, quitte à lâcher Full Sang. C'est pas grave. C'est pas grave parce que si on reste à deux, on a déjà un avantage considérable sur les autres qui sont seuls. C'est-à-dire un Bernal est seul, un Yates pour le temps qu'il restera dans nos roues, un Yates sera seul, même si là on voit quand même il y a un petit Michael Scott là qui est présent. C'est Michael Nieve, mais allez, sur l'accélération ensuite, on a moyen de lâcher du monde. L'écart avec l'échappée, il est super réduit. On voit derrière que ça a éclaté un petit peu dans tous les sens. Même Carapace a éclaté. Quintana s'accroche quand même pas mal. C'est décidément le leader de Movistar sur ce Giro, puisque ça apparaît assez clairement en fait que l'IA pour le compte de Movistar veut vraiment privilégier Quintana. Après, derrière, la petite accélération sur la fin de Miguel Angel Lopez, elle aura vraiment fait énormément de mal à Simon Yates. Isagire accompagne Yates, pas de problème. Et devant, on retrouve ces trois hommes, Bernal, Lopez, Quintana. On est en mode colombien. Et l'arrivée à Courmayeur qui nous attend. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que, regardez, il y a eu attaque massive, la 6-7 bornes là,
de Bernal a foutu une accélération de ouf. Et en ayant économisé Lopez, vu qu'il a presque rien fait en fait dans ce qui précédait, il a juste suivi, il a été protégé, etc. On arrive à suivre Bernal. Et ça, pour moi, c'est encore une fois un super enseignement. On peut arriver à suivre Bernal. Il y a un replat là, cette montée de vers Courmayeur, elle est en 2 temps. Il y a, vous voyez à droite là, euh, on est vraiment plutôt optimiste parce que suivre Bernal, mais je me méfie d'une attaque. À tout moment, je me méfie. Surtout que ça pourrait arriver très bientôt. Quintana lui regarde l'heure en même temps, tranquille, il regardait la montre juste avant. Voilà, petite fréquence de pédalage de Bernal qui indique que c'est peut-être le moment de porter l'estocade. Powell, qui se voyait beau, qui pensait avoir gagné de la CCC, hop, se fait damer le pion par Miguel Angel Lopez. Le coup est parfait. Le coup est parfait. On prend l'étape, donc on prend de la bonif. Vous allez voir qu'il va y avoir un tout petit peu de temps qui va être accordé sur la ligne d'arrivée à Miguel Angel Lopez par rapport à Quintana et par rapport à Bernal. C'est pas dommage. Et je lève le pied sur le final avec Full Sang. L'idée étant qu'on a un projet en tête pour le lendemain. Le lendemain, c'est une étape qui est assez particulière puisqu'elle est très longue et elle est très difficile en empruntant notamment les difficultés, certaines des difficultés du Tour de Lombardie. Alors en fait, ça a été amputé quand même, il faut le préciser, puisque Sanfermo de la Battaglia, c'est-à-dire la dernière difficulté du Tour de Lombardie profil actuel, donc après le Civiglio et avant l'arrivée, a été finalement retirée par les organisateurs, alors qu'elle était initialement annoncée, ce qui fait qu'au final, l'arrivée, elle est après la descente du Civiglio. Civiglio, on rappelle, assez célèbre. On pourrait mentionner pas mal de choses, notamment le fait que Thibaut Pinot l'an dernier a lâché Nibali dans le Civiglio, ou encore le fait que Nibali, quelques années plus tôt, s'était construit une partie de sa légende sur Classique et sur Tour de Lombardie en s'échappant dans le même Civiglio. Bon, on verra s'il y a quelque chose à écrire du côté du Civiglio, mais pour l'instant, ce qui me taraude, c'est d'arriver évidemment à durcir la course en plusieurs temps, puisque sur une étape qui dure comme ça environ 240 km, je pense qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, il y a au moins quelque chose à tenter. Donc dans Madonna del Ghisalo, on a, on va dire, euh, approché la chose avec notamment Peyo Bilbao qui a bien bossé. Et derrière, je vais faire travailler Full Sang et même, étant donné qu'il est pas trop mal placé au général, échapper Full Sang. L'idée, c'est de faire réagir des équipes et de fatiguer des équipiers pour éliminer peu à peu des gens qui pourraient par la suite rouler sur nous une fois qu'on aura peut-être pris une initiative avec un de nos leaders, Isaguirre ou Lopez par exemple. Fulsang étant décroché mais pas suffisamment pour que l'IA s'en moque, il provoque en fait des tas de réactions et donc l'épuisement de pas mal d'équipiers. Alors de Movistar, bon, les Ineos on n'en parle pas trop parce qu'ils sont quand même pas super présents. Isaguirre, à son tour, va au sommet de la Colma di Sormano. Isaguirre va attaquer. L'idée là, c'est d'essayer de profiter du fait que nous avons à l'avant des échappés qui sont très motivés. On peut penser à Powells, qui est porteur du maillot de meilleur grimpeur, qui est évidemment en lutte pour tout ce qui peut être pris à ce niveau-là. On sait qu'il y a encore des points dans le Civiglio. O'Connor, je l'ai attendu un petit peu, histoire de le ramener, parce que ce sera toujours mieux à 3 qu'à 2. Et l'idée, elle est, vous avez à peu près 40-50 secondes entre le groupe Yonis Aguirre et le groupe Bernal, on va dire, avec Lopez qui est protégé par Full Sang dans ce groupe-là. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire travailler à l'arrière et de voir qui est-ce qui peut bosser. Alors, on voit Kelderman, on voit Godu, on voit Quintana. Quintana, on sait très bien qu'il ne travaillera pas beaucoup. On a l'habitude. Woods, par contre, peut travailler pour le compte de son leader Uran, mais on voit
quand même un truc intéressant à ce stade-là, et c'est quand même à signaler, parce que ça peut conditionner la suite, c'est que Bernal travaille peut-être plus qu'il ne le faudrait. Surtout qu'on est en train de travailler par rapport à une échappée qui n'a pas non plus un énorme espoir de victoire et qui surtout ne représente pas à ce stade-là une menace immense pour Bernal. Donc on peut se demander un petit peu pourquoi. On va le mettre sur le compte une forme d'inexpérience et d'un tempérament peut-être un petit peu trop généreux là, effectivement, dans la partie. Et là, c'est peut-être le moment dans le Civilio où l'on voit alors déjà que Powell a lâché Isagire qui est seul devant, lequel Isagire n'a plus grand chose dans le moteur pour être très très franc, mais ça les autres le savent pas. Et il y a Benoît et Diego Ulissi qui se sont portés à la hauteur de Lopez et Fulsang, avec aussi un Kelderman qui prend bien la roue au moment de cette accélération assez puissante. C'est quand j'ai vu en fait Landa qui s'était échappé, je me suis dit peut-être que il y aurait moyen d'aller comme ça utiliser l'énergie d'un Landa. Voilà, on voit qu'il en replante une. Benoît est toujours là, Ulissi est toujours là, Kelderman, Simon Yates. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui manque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qu'on ne voit pas et qu'on devrait voir, quelqu'un qui est habillé en rose, normalement, à ce stade du Giro. Ce n'est pas le Education First qu'on vient d'apercevoir tout en bas. Allez, ça y est, réaccélération de Lopez. Une fois qu'on approche du sommet, en approche de sommet, Lopez va essayer de reprendre. Ça va être pas évident de reprendre Landa. Il va falloir essayer plutôt de miser sur la descente qui va suivre pour reprendre Mikel Landa. Et ouais, on peut quand même se la poser. Où est Bernal? Où est Bernal? Est-ce qu'il est derrière? Au début, je me disais, oh, il est intercalé entre Fulsang et... Non, non, pas du tout. Donc on retrouve notre moto à l'arrière. Et oui Jackie, ils m'ont fait signe que Egan Bernal a une énorme défaillance en ce jour. Ah là 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 là. Ouais, donc je vais pas le faire bien longtemps parce que je le fais pas bien. Tout ça pour dire que Landa est sur le point d'être repris en fin de descente, puisque tout seul c'est pas évident contre 4 mecs qui roulent dans la descente. Tige Benoît va s'imposer devant Diego Ulissi, rien d'illogique. Moi j'aurais placé Ulissi devant en fait, sur une arrivée comme celle-là, mais bon, tout dépend de ce qui restait à chacun comme énergie. Miguel Angel Lopez va prendre une troisième place, et le coup de tonnerre dans ce Giro, c'est que près de 3 minutes plus tard arrive Egan Bernal, et c'est peut-être le tournant finalement de ce Giro qu'on vient d'avoir sous nos yeux. Victoire de Tige Benoît, ça c'est pour me faire plaisir. Énorme affaire au classement général pour Miguel Angel Lopez, c'est pas pour m'attrister puisqu'on a un peu tout fait pour. Et quand même, ça mérite éclaircissement parce qu'en fait, c'est bien gentil d'avoir vu que Bernal a craqué. On a presque un peu compris pourquoi. C'est-à-dire qu'en gros, notre stratégie d'élimination d'équipiers et aussi d'équipiers d'autres équipes qui auraient pu faire les idiots utiles pour le compte de Bernal. Hein. Parce que Bernal, en fait, il est très mal soutenu. Hein, on n'a que Sivakov, Sosa et Rosa, pour schématiser, qui peuvent aider dès qu'on est en terrain vallonné ou montagneux, semi-montagneux. Et de ce fait, c'est pas tellement eux que j'ai cherché à éliminer avant toute chose, parce que eux, je savais qu'ils s'élimineraient. C'est plutôt les Amador, les Carapace, un Samomen qui est équipier de Kelderman là-dessus, tout ce qui peut être équipier aussi Mickelton Scott par rapport à l'aide qu'on pourrait apporter à un Simon Yates pour revenir, puisque le général, même s'il est plus vraiment en course pour la victoire finale, le général le concerne encore. Il y a un top 10 très très clairement à chercher, peut-être même un top 5. Et donc, c'est là qu'on voit que Bernal a énormément roulé. Bernal, en fait, il a fait énormément d'efforts. Il y a même un petit moment juste avant, là où on voyait, je n'ai pas fait de ralenti dessus, mais où on voyait qu'il proposait un relais à Kelderman qui le refusait, quoi. Qui le refusait. Moment terrible. Et puis moi, évidemment, devant, profitant du fait qu'on a roulé à 3, dès lors que Powell cherche à s'échapper, ce qui est stupide, ce qui vaudrait mieux continuer à 3, s'échapper sur le plat, c'est un mauvais calcul, bah évidemment, dès lors, regardez, il fait signe là, c'est un Michael Woods aussi. Encore une fois, il fait un signe, et finalement, il n'est pas vraiment relayé. Woods va donner un relais, certes, mais regardez déjà la fréquence de pédalage de Bernal, elle en dit long. On est juste en bas là du Civilio, regardez le tournant, hop, on va passer à gauche, et ça va commencer. Et c'est là en fait qu'on
On a le tournant de... Allez, sinon ce Giro, parce que finalement il reste encore des arrivées au sommet, c'est pas fait encore. Il y a encore aussi le petit prologue contre-la-montre de l'étape 21 qui peut aussi donner lieu à des écarts, mais grosso modo, il y a quand même quelque chose qui s'est joué sur cette étape 15, pas se mentir, et notamment sur la défaillance. Voilà, ça y est, sur la défaillance de Bernal au moment de l'accélération de Lopez protégé par Fuglsang. Lopez en effort curseur. Là, il y a craquage total. Bernal n'a plus rien. Ce qui est quand même vraiment surpris de voir ça. J'aurais pas cru qu'on puisse assister à une telle défaillance. Après, quand on regarde comme ça le replay, on comprend mieux pourquoi il y a eu défaillance. Parce qu'au final, c'est quasiment lui qui a assuré l'intégralité de la poursuite dans la plaine légèrement vallonnée entre la fin de la descente de Colma di Sormano et le début de la montée du Civilio. Et donc c'est vrai que ça explique quand même l'épuisement du gars. Voilà. Si on veut un petit peu se rapprocher d'analyse un petit peu réaliste, un tant soit peu, on parlera de manque d'expérience du garçon, il est jeune. Et puis si on veut être un peu plus critique et chercher un petit peu moins d'excuses, eh ben on parlera aux coureurs, on parlera de défaillance du jeu, qui aurait pas dû faire rouler comme ça un Bernal, qui aurait dû être plus malin au final. Donc après, on peut se féliciter d'avoir fait un gros boulot de préparation, notamment en ce qui concerne l'établissement des pics de forme, pour avoir de grosses formes du jour, parce que mine de rien, la forme du jour de Lopez, et pas que de lui, joue un rôle. L'économie de Fuglsang à l'étape d'avant aussi, pour ne pas trop l'épuiser, pour qu'il ait une bonne forme du jour aujourd'hui, ça a marché à l'étape 15. Le fait de limiter la casse dans d'autres étapes, ok, c'est important. Et l'opportunisme est aussi le moment où on ose entamer quelque chose, parce que c'est toujours délicat, PCM. Si vous osez en mode extrême, vous pouvez aussi vous faire contrer. Et là, c'est terminé aussi, mais dans l'autre sens. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite et la fin de ce Giro. Vous verrez que je vous réserve 2-3 petites surprises par rapport à quelques éléments, j'en dis pas plus, mais voilà. On aura beaucoup à dire encore une fois, essayer d'aller conclure un Giro, mais pas que, aussi se projeter sur la suite, parce que la saison elle s'arrête vraiment pas là. A plus, bye bye.